Hello, du coup je vous reprends pour un petit update, du coup juste pour vous parler d'un livre. Les deux autres je vous en parlerai un peu plus tard. Donc j'ai fini Dreams Lie Beneath de Rebecca Ross, qui est l'autrice de sa saga très connue en ce moment, Divine Rivals, et la suite c'est Ruthless Vows. Alors moi en fait je n'ai pas encore lu cette duologie qui est très très connue. J'ai lu sa toute première duologie qui est The Queen's Rising et The Queen's Resistance, le tome 2. Et j'ai lu aussi Sisters of Sword and Song qui est un one-shot young adulte avec deux sœurs en fait. Une plutôt guerrière et une plutôt intellectuelle, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé. En fait moi j'ai eu un gros coup de cœur pour sa première duologie qui est plus axée politique. Il n'y a pas trop d'éléments de fantaisie, c'est-à-dire de l'imaginaire, à part que voilà, c'est un royaume imaginaire, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'éléments magiques comme ici, ou peut-être dans Divine Wild Wolves, je ne l'ai pas encore lu. Alors c'est beaucoup plus politique et plus axé sur les intrigues de cour, les complots, tout ça, la trahison, et j'ai adoré tout simplement. J'ai mis 5 étoiles pour chaque tome, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, j'aurais pu lire Divine Rivals avant Sisters of Sword and Song et celui-ci, mais je n'étais pas dans ma palle, et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est lire dans l'ordre de parution. Donc là, c'est ce que je fais, et donc ça c'est un one-shot, et en fait, on va suivre, du coup, Clementine, en fait, en anglais, Clem, qui est la fille d'un gardien. Et en fait, leur contrée est maudite. Il y a eu une malédiction. En fait, dans la légende, vous avez un duché qui est perché, une forteresse qui est perchée en haut d'une montagne, dans une forêt. Et en fait, vous avez sept personnes qui ont comploté contre lui pour le tuer, qui l'ont tué. Et lui, au moment de sa mort, en fait, à l'agonie, il a lancé une malédiction sur le royaume en disant que ces 7, je crois que c'est 7 ou 8, je ne sais plus, ne pourront plus jamais mourir et ne pourront plus jamais rêver. Et en contrepartie, à chaque nouvelle lune, les cauchemars deviennent réalité. Donc, dans chaque contrée, enfin, ville, je vais dire village, quand je crois qu'ils ne sont pas beaucoup, ils sont 300 ou quelque chose comme ça, vous avez un gardien qui, en fait, enregistre toutes les fois où quelqu'un fait un cauchemar. Comme ça, il peut se préparer physiquement, psychologiquement, etc. à le combattre, à combattre ce cauchemar le jour de la nouvelle lune, sauf qu'on ne sait jamais c'est quel cauchemar qui va arriver. Mais voilà, pourquoi il les enregistre dans un livre qu'on appelle Book of Nightmares, parce que comme ça, dès qu'ils voient des éléments apparaître, ils savent à quel cauchemar ils vont faire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Donc déjà ça, j'ai trouvé ça hyper original. J'avoue que j'ai pas lu beaucoup de romans qui impliquent les cauchemars, et encore moins des cauchemars qui deviennent réalité suite à une malédiction, etc. Et en fait, vous avez la fille qui est apprentie, qui est plus une apprentie pour le moment. Et donc voilà, et donc un jour elle va, parce que son père est malade, elle va elle-même enregistrer un cauchemar. Et sur le chemin, elle va rencontrer deux jeunes hommes qui vont en fait venir défier son père, en fait parce qu'ils peuvent se défier comme ça pour gagner en fait le gardiennage d'une contrée. Donc les deux jeunes hommes vont faire un duel en fait avec le papa et la fille, et parce qu'en fait oui, ils sont doués de magie aussi, hein. Ils commettent pas les cauchemars seulement avec des épées ou quoi, et ils connaissent voilà des spells, des incantations, enfin des choses comme ça, et ils vont gagner. Et donc forcément eux ils vont être virés de chez eux du jour au lendemain, et elle va vouloir se venger. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait pendant une bonne partie du roman c'est une histoire de vengeance. Le père n'est pas au courant, mais elle va
elle va fomenter tout un plan pour se venger du coup des deux frères qui un peu qui les ont carrément mis dehors. En fait, du jour au lendemain, ils n'avaient plus de maison, plus de ville, ils ont dû partir de la ville où ils étaient, et voilà, donc c'était un peu dur pour eux, ce qui est normal, parce que là, elle a toujours vécu ici. Et du coup, au fur et à mesure, on va en apprendre de plus en plus sur cette malédiction, ce qui pourrait le rompre, la rompre plutôt, c'est une malédiction. Et du coup, elle va rechercher en fait des éléments qui vont non seulement pouvoir l'aider dans sa vengeance, mais aussi pouvoir restaurer l'honneur de sa famille et aussi, pourquoi pas, rompre la malédiction qui existe là depuis plus de 100 ans. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un one-shot qui fait 400... j'ai pas vu la bêtise. 477 pages, donc je trouve que pour un one-shot c'est très bien. C'est ni trop court ni trop long, du coup ça va assez vite aussi, c'est pas un pavé de 1000 pages. Et en fait c'est, voilà, comme je vous disais, moi j'ai adoré le système de magie, le système, le monde dans lequel ils vivent, c'est-à-dire, bon, c'est un monde de fantasy avec des villes inventées, mais ce monde avec cette malédiction, ces cauchemars qui se réveillent à chaque nouvelle lune, pardon, et on ne sait jamais quel cauchemar va apparaître. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que en fait le cauchemar se matérialise en fait tout simplement devant vous, enfin devant les personnages. Et en fait c'est le soir de nouvelle lune, tout le monde se barricade chez soi en fait parce que c'est dangereux. Et du coup il n'y a que les gardiens qui sont dehors à ce moment-là. Et ça j'ai adoré, voilà. Et puis les incantations, quand ils font le duel en fait pour défier du coup le papa de Clem. Enfin, c'est très visuel, hein, mais ça prend des proportions incroyables. Et puis vous avez ce côté aussi très dark, parce que en fait les cauchemars sont très sombres. Forcément, ça reste des cauchemars, même des cauchemars d'enfants, parce que des fois ils lisent des passages du Book of Nightmares avec des cauchemars d'adultes et d'enfants. Et même les cauchemars d'enfants font froid dans le dos, parce que forcément les enfants ont beaucoup d'imagination. Et voilà, donc c'est très très sombre. Y a une histoire aussi de complot en fait. Je vous en dis pas plus, mais voilà, j'ai vraiment adoré. Et puis la plume est toujours aussi belle. Enfin, moi j'aime beaucoup la plume de Rebecca Ross qui est très fluide. Par moments elle est assez poétique, mais tout s'enchaîne. Et je trouve qu'il n'y a pas de difficulté en soi dans l'écriture. Alors oui, il faut déjà avoir lu un peu d'anglais quand même, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Et je trouve que la plume n'est pas trop simple, mais pas trop compliquée non plus pour quelqu'un d'assez novice, on va dire, puisse le lire. Et ouais, c'est très addictif. J'ai adoré la dynamique entre les personnages. Alors, vu que pendant un moment, elle va côtoyer beaucoup ceux qui l'ont mise dehors, il y a une dynamique que j'aime beaucoup entre un des frères et elle. Et aussi avec un personnage très particulier qui s'appelle Mazarine. Je pense que si vous le lisez, vous comprendrez, mais j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 5 étoiles, je crois. Donc, je crois que j'ai lu Sisters of Sword and Song où j'ai mis 4 étoiles parce que c'était un peu plus young adulte, un peu plus prévisible. Euh, mais voilà, la première duologie et celui-ci, j'ai mis 5 étoiles. Je crois que la prochaine lecture que je vais faire, c'est la duologie. Elle n'a pas fait beaucoup de one-shot. Je crois que la prochaine, c'est une duologie et c'est A River Enchanted et Endless Fire, ou Fire... Ouais, ça doit être plus Endless Fire, je pense. Donc c'est une duologie, pareil, de fantasy, mais plus lyrique, j'ai l'impression, plus poétique, d'après le résumé. Et après, je crois que c'est Divine Rivals, si je dis pas de bêtises. À moins qu'il y ait peut-être eu un autre one-shot entre-temps, faudra que je regarde. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je vous recommande Rebecca Ross. Et si vous voulez lire dans l'ordre, la première duologie est vraiment top, surtout au niveau intrigue politique. Voilà, c'est plus, il y a moins de côté magique, mais plus de côté voilà, complot, manigance, etc. Et après, voilà, si vous voulez plus de côté magique, etc. et un peu plus sombre. Celui-ci, en fait, à la base, je voulais lire pour la période halloweenesque. Mais je l'ai repoussé parce que à partir du mois d'octobre-novembre, j'ai eu une baisse du rythme de lecture assez impressionnant. Donc
impressionnant plutôt. Et du coup, à chaque fois, je le repoussais. Donc après, je l'ai mis sur le mois de novembre. Et après, bon, décembre, c'était pas trop le moment de lire ça. Et là, je me suis dit qu'au mois de février, c'était l'occasion parce que j'avais trop envie de le lire. Surtout que là, il y a Divine Rivals qui a été annoncé aussi en français chez De Saxus, si je dis pas de bêtises. Donc la hype remonte pour cette autrice. Mais comme toujours, quand il y a beaucoup trop de hype, j'ai pas envie de lire le livre maintenant. Donc je préfère lire ses précédents ouvrages. Donc voilà, ensuite pour mes 2 prochaines lectures, je vous en parle un peu plus tard. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous reprends un peu plus tard dans le vlog. Je viens clôturer le vlog avec mes 2 dernières lectures de ce vlog. Je suis pas sûre de vous l'avoir présenté celui-là. Je crois que je ne l'ai pas présenté du tout. Donc j'ai lu et terminé Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, qui a été chaudement recommandé par Marine, du compte d'en lire sur Instagram, et Amélie, de la chaîne L'Arche des Brumes. Alors j'avoue que j'avais énormément peur parce que c'est un pavé. On dirait pas comme ça, mais en fait, il fait 944 pages. On dirait pas comme ça, mais en fait, les pages sont toutes fines et il pèse quand même son poids. J'avais peur parce qu'en fait, c'est pas que j'aime bien, mais je lis plutôt des romans qui se passent au niveau, pas au niveau de la guerre mondiale, soit la première ou la deuxième, et l'après-guerre, mais j'avoue que là, les années 1920 à New York, j'ai jamais lu, je crois pas. Et là, en fait, on va suivre Cheta, qui est une jeune femme, une jeune fille plutôt italienne de 14 ans. Donc en Italie, en fait, elle va se faire violer et elle va débarquer à New York, très jeune. Et donc elle a un fils issu de ça et ils vont un peu galérer au début. Quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme parce qu'en fait, ils vont vivre une vie affreuse en fait. Parce que quand vous venez d'arriver dans un pays étranger, que vous connaissez personne, etc., c'est compliqué. Et du coup, la mère va continuer ce qu'elle faisait pour gagner de l'argent, donc c'est qu'elle va se prostituer. Et son fils, en fait, va grandir dans cet environnement. Donc, il va connaître les gangs, les mafias, il va rencontrer des difficultés pour survivre, tout simplement, et il va accepter des petits boulots de protection, etc., pour gagner de l'argent, pour aider sa mère, etc.
Et en fait, il y a des passages extrêmement durs, ne serait-ce que il y a des passages de, d'ailleurs trigger warning, de viol, de violence, que ce soit aussi bien verbale que physique. C'était très dur. Honnêtement, je savais que ce serait dur parce que forcément, quand vous parlez de cette époque-là, et d'une jeune fille qui débarque à 14 ans avec un fils, voilà, qu'elle n'avait pas voulu de base, et qu'elle doit s'en sortir, qu'elle ne parle pas la langue, c'est très compliqué. Mais là, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont très choquantes, que j'ai eu du mal à lire, personnellement. Alors après, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on suit en fait donc plusieurs personnages. On ne suit pas que la mère et le fils, mais on suit forcément les gens qu'ils vont rencontrer, qui peuvent aussi être dans le même cas qu'eux. Et en fait, c'est une période assez compliquée pour tout le monde, que ce soit au niveau politique que financier. Et en fait, on va suivre du coup leurs déboires, leurs désillusions, leurs espoirs, leur envie de s'en sortir, de se battre, etc. pour avoir une meilleure vie. Donc un peu pour atteindre le rêve américain. Donc c'est 900 pages d'histoire où on suit je crois 1907, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est 1907? Le tout début de l'histoire, ça doit être ça, 1907, et on arrive dans les années 1928 ou quelque chose comme ça, ou 29, 1929. Donc on a presque 20 ans en fait d'histoire dans ce pavé. Et donc en fait on va suivre principalement du coup Cheetah et Christmas. Et Christmas on va le voir grandir parce qu'au début, je crois qu'en 1907 il doit avoir 3 ans, quelque chose comme ça. Et après voilà, il a 20 ans de plus. Donc forcément on va le suivre. Au début il est assez naïf dans le sens où ça reste un jeune garçon. Et après il va grandir et il va s'apercevoir un peu de l'atrocité du monde. Et il va aller dans ce sens et se comporter pour s'intégrer à ce monde et pouvoir survivre en fait tout simplement. Tout comme la mère. Et voilà. Et puis Christmas, du coup, en fait, il s'appelle Natalé, mais voilà, aux États-Unis, on l'a rebaptisé Christmas. Et il va rencontrer une jeune femme russe, R-U-T-H, qui va un peu changer sa vie. Elle fait partie d'un monde plutôt aisé et ils vont se rencontrer quand il va être adolescent. Et oui, elle va changer sa vie d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Donc je ne peux pas vous en dire davantage parce que c'est vraiment un récit de vie, un récit voilà, sur le temps. Hein, comme je vous dis, ça se passe sur plus de 20 ans. Et voilà, qui montre un peu la vraie vie de l'époque. Alors tout le monde ne vivait pas comme ça, forcément. Tout le monde n'avait pas affaire aux gangs, à la brutalité, à la violence, aux menaces, etc. Mais c'était une bonne partie de la population, on va dire, modeste. Et puis vous aviez le côté un peu, enfin, je ne vais pas dire la noblesse, que l'époque ça n'existait plus, mais le côté, enfin, les bonnes familles, entre guillemets, étaient un peu protégées de tout ça. Mais voilà, là c'était un peu le côté un peu, j'ai envie de dire, moins glorieux cette idée du rêve américain. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, voilà, j'ai pas eu un coup de cœur parce que forcément, moi, les scènes un peu de violence comme ça, de viol, etc., c'est pas que ça me freine, mais en fait, il y en a pas mal dans ce tome-là. Et enfin, surtout là, dans ce roman-là. Et c'est vrai que ça m'a un peu pas cassé dans ma lecture, mais ça m'a un peu réfréné dans mon enthousiasme, on va dire. Si on avait vécu une ou deux scènes comme ça, je pense que ce serait passé. Mais en tout cas, voilà, je regrette pas de l'avoir lu. Je vais pas dire que c'est un classique parce que c'est assez contemporain, mais c'est un roman qui pourrait plaire à beaucoup de monde, dans le sens où on découvre, enfin voilà, c'est une fiction historique, donc forcément, vous avez beaucoup d'éléments réels. Enfin, bon, c'est une fiction, mais il y a beaucoup d'éléments qui émanent de l'histoire. Et moi, j'aime beaucoup ces romans-là. C'est pour ça que, enfin, c'est pas pour ça, mais en fait, quand je lis des romans en rapport avec la guerre, il y a beaucoup d'éléments réalistes de l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'aime aussi les romans historiques, les fictions comme ça, qui intègrent une bonne partie de l'histoire dedans. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas polémiquer plus longtemps, mais en fait, voilà, il se passe pas énormément de choses non plus en termes de bouleversement, mais voilà, c'est un récit tout simplement de plusieurs personnages qui vont se croiser, qui vont se perdre, se recroiser, etc. Donc voilà, moi je vous le conseille. Si de base vous aimez les romans historiques,
les romans de vie et les romans qui, en gros, suivent un personnage sur une longue durée, en fait, tout simplement, et pas sur juste quelques jours, quelques semaines, et parce que là, on voit vraiment l'évolution des personnages. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Ensuite, et le deuxième et le dernier que je vous présente, c'est donc Terre-Mer. Donc j'ai pas lu ce beau pavé de 1000, c'est presque 1800 pages. Mais j'ai lu le premier tome parce que en fait là c'est l'intégrale, donc il y a des post-faces et des nouvelles inédites a priori. Mais de base en fait ce sont des petits... Enfin à l'époque, je crois que j'arrête pas de vous le dire quand je parle de Robin Hood, mais à l'époque en fait la fantasy c'était des petits tomes. Voilà, ça dépassait pas 300 pages, c'est pas comme aujourd'hui où vous avez un tome qui fait 900 pages par exemple. Et donc là le premier tome il fait 250 pages, quelque chose comme ça, c'est Le Sorcier de Terre-Mer. Et donc j'ai lu que le premier tome parce que je me suis dit si je lis ça, je vais lire que ça au mois de février. Et donc je me suis dit je vais lire un tome par mois en sachant que là... Alors après j'ai l'impression qu'il y a aussi des nouvelles qui sont intégrées dedans. Donc par exemple là je vois qu'il y a une nouvelle qui fait 40 pages. Je suis pas sûre de lire que 40 pages, donc je lirai peut-être un tome plus la nouvelle. Terre-Mer, j'ai lu le premier tome, Le Sorcier de Terre-Mer. Ursula Le Guin, c'est... Alors je sais jamais si on dit Le Guin en français ou Le Guin en anglais. C'est un classique. Pour moi c'est un peu comme du Robin Hood ou du David Gemmell dans le côté adulte. Là c'est un peu plus jeunesse, j'ai l'impression. Enfin jeunesse. Je m'entends parce que l'univers est très développé, même s'il n'est pas développé à l'écrit. Voilà, quand vous regardez la carte ou quand les personnages parlent du monde, etc., c'est très développé. Mais c'est pas si développé que ça, étant donné qu'il n'y a que 250 pages dans le premier tome. Et qu'on suit déjà les premières péripéties du coup de Jed, qui, de base, quand on le rencontre, est un jeune garçon. Et qui va, d'après le résumé, va devenir l'un des plus grands sorciers de Terre-Mer en fait, tout simplement, parce que Terre-Mer qui est Terre-Mer qui est en fait un royaume seulement constitué d'îles en fait, d'où le nom Terre-Mer. Voilà, c'est ça. Et donc en fait il vit sur une toute petite île. Alors j'avais réussi à la localiser quand j'étais en train de le lire, mais là je me souviens plus où c'est. Et rien que dans le premier tome il va faire plusieurs îles, il va déjà voyager pas mal. Et en fait, au début, c'est juste un jeune garçon voilà, qui s'intéresse à la magie parce que sa tante est une sorcière un peu de bas étage, mais elle va lui montrer quelques incantations, etc. Et son village va être attaqué et il va faire preuve de spontanéité, j'ai envie de dire ça comme ça, et il va sauver son village en employant la magie. Et rien que ça va cette histoire va se répandre sur toutes les îles, et du coup, il y a un mage, peut-être pas un mage, un grand sorcier, qui va venir le voir et vouloir lui enseigner en fait tout ce qui a rapport avec la magie, etc. Et il va l'emmener avec lui. Voilà, il va devenir son apprenti en quelque sorte, et Jed du coup va intégrer une école pour les personnes comme lui. Et voilà. Et en fait, dans le premier tome, on passe je ne sais combien d'années déjà, parce qu'en fait, on arrive quand il était jeune fermier avec son père à garder des chèvres, et il va du coup faire son apprentissage, voyager, faire son école, et en sortir. Et en fait, à la fin du premier tome, il est déjà accrédité sorcier. Donc en fait, ça passe extrêmement vite. Alors, je ne sais pas trop il y a combien d'années, mais en tout cas, ça fait pas qu'une année. Et c'est peut-être que je regrette, c'est qu'il y a eu une ellipse de temps très importante. Et moi, ce que j'aime, notamment par exemple dans Robin Hood, pour l'Assassin Royal, c'est qu'en fait on suit le personnage pendant plusieurs années, mais c'est vraiment, on le suit vraiment, il n'y a pas d'ellipse de temps aussi, enfin, à part entre les cycles bien entendu, où vous avez 15 ans qui séparent le premier du deuxième cycle, mais sur le premier cycle par exemple, vous n'avez pas tant d'années que ça, et puis on le suit bien dans sa formation, on voit que ça prend du temps, etc. Là, premier tome, 250 pages, il a déjà fait sa formation, il est allé à l'école, et il ressort accrédité sorcier. Voilà, donc là, à la fin du premier tome, il cherche un boulot. Mais en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est alors moi, j'adore la plume. J'avoue, je ne connaissais pas sa plume, parce que c'est la première fois que je lis cette autrice, mais c'est un classique de la fantaisie, et j'aime beaucoup la plume.
Alors par contre, j'aime pas du tout comment c'est, parce qu'il n'y a vraiment pas d'aération, c'est comme ça tout le temps, et même en fait comment, les discours, les dialogues en fait sont souvent intégrés dans les pavés en fait, donc c'est un peu dérangeant je trouve, mais voilà, je trouve que la plume est très belle, en tout cas la traduction, et c'est quelque chose d'assez poétique, d'assez lyrique, d'assez, voilà, c'est assez enchanteur, on voyage, il découvre beaucoup de choses différentes. Et en fait, c'est un peu le temps de l'apprentissage, même si c'est un peu rapide à mon goût. Bon, ça, on va le laisser de côté parce que je pense que vous l'avez compris. Mais c'est. Ouais, c'est. Terre-mer, c'est. Alors, j'avoue que j'ai pas vu le film d'animation qui s'est inspiré de Terre-mer. Parce qu'il y en a un qui. Est-ce qu'il s'appelle Terre-mer ou autre chose? Mais en tout cas, il s'est inspiré. Et j'avoue que j'ai pas connu. Enfin, j'ai pas connu, j'ai pas vu. Donc, il faudra peut-être que je regarde après avoir lu la saga. Mais c'est très. Ouais, ça fait très enchanteur, très mystique, très poétique. C'est c'est pas la fantaisie un peu comme je fais souvent comparer à Robin Hood parce que c'est un peu voilà la fantaisie classique. Mais Robin Hood c'était plus sombre, plus noir, plus réaliste on va dire. Là c'est peut-être du coup aussi avec les ellipses de temps c'est moins réaliste et c'est plus on voyage beaucoup je trouve par les mots et aussi par les lieux qu'il visite mais je pense qu'il m'a manqué quelque chose pour avoir un coup de cœur. C'est ouais, c'est peut-être que ça va trop vite et moi j'ai besoin de pour pouvoir profiter d'un univers que ça prenne son temps. Alors j'aime pas par exemple s'il y a 1000 pages d'un tome sur l'initiation etc. Ça sera un peu trop long. Mais là c'était un peu trop court. Alors après il faut prendre en compte le fait que ça a été écrit il y a un moment, que c'était pas la même période, que les gens n'attendaient pas forcément des romans de fantasy classiques, et d'ailleurs c'est ce qu'elle dit dans cette postface, c'est qu'en fait on lui avait demandé quelque chose qui sortait un peu de la fantasy classique, qui était déjà vu, et donc en fait c'est comme ça qu'elle s'est tournée vers Terre-Mer, euh, pour changer en fait du classique bien contre le mal, etc. Et là donc on part plus sur une initiation d'un personnage qui va grandir, et qui va essayer de justement de faire la différence entre le bien et le mal lui-même. Et on voit d'ailleurs qu'il est un peu divisé, parce qu'en fait il est assez orgueilleux, il est assez jaloux, etc. au début des autres personnes qui arrivent à faire des choses que lui n'arrive pas à faire à l'école. Et on voit que ça va le tourmenter, que ça va, enfin, ça va pas le tirer du côté obscur, parce qu'on sait qu'il va devenir, mais on voit que ça a des conséquences. Et même ses professeurs, du coup, mages, lui disent qu'en gros, ses réactions peuvent en gros l'amener du mauvais côté, etc. Et qu'eux utilisent leur pouvoir pour faire le bien, etc. Et pas pour flamber, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, je vais finir. Enfin, j'arriverai peut-être en décembre en finissant cette intégrale, mais en tout cas, j'ai prévu un tome ou un groupe de nouvelles par mois. Mais voilà, j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense que ce qui me manque, c'est peut-être ce développement, que ce soit au niveau des personnages ou au niveau de l'univers. Mais sinon, c'est très bien écrit et c'est un univers assez intéressant, je trouve, après voir plus tard comment ça se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et d'appuyer sur le petit pouce. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, bah écoutez, vous pouvez mettre des livres, voilà, en émoticône. Si vous ne savez pas quoi dire ou si vous êtes un peu trop timide, un peu comme moi, souvent maintenant je fais ça parce que des fois j'ai pas trop envie de mettre un commentaire. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai envie de mettre un commentaire pour soutenir, parce que les commentaires jouent vachement sur l'algorithme, etc. Mais souvent, voilà, je suis un peu timide pour parler. Je le fais avec des comptes et avec qui j'interagis assez souvent, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Mais c'est vrai que pour les personnes que je suis de loin, c'est-à-dire que je regarde les vidéos, mais je n'ai jamais interagi sur les réseaux sociaux, bah là, je préfère mettre des émoticônes. Donc, mettez des émoticônes livres si vous le souhaitez. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.